Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du débrief. On est ravis avec toute l'équipe de vous retrouver. Vous le savez dorénavant, chaque lundi on est ensemble pendant une heure pour revenir sur les temps forts de l'actualité internationale. Sauf qu'aujourd'hui, cette actualité internationale est et se fait au Maroc. Puisque ça y est, ce matin, le coup d'envoi a été donné à Marrakech, le coup d'envoi de la COP22, la 22e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Ségolène Royal, la présidente de la COP21, a officiellement passé le relais à Salah Eddine Mezouar pour présider la COP durant l'année à venir. Alors, quelles vont être les grandes attentes vis-à-vis de cette COP22 qui intervient, on le rappelle, quelques jours seulement après l'entrée en vigueur de l'accord de Paris qui a été adopté il y a moins d'un an et qui a été signé en avril dernier. Quels sont les grands défis qui attendent les décideurs, les institutionnels, mais aussi la société civile pour faire face aux grands défis climatiques? C'est à toutes ces questions que nous allons essayer de répondre aujourd'hui en compagnie de nos invités. Monsieur Miloud Loukili, bonsoir monsieur. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur à la faculté de droit de l'université Mohamed V à Rabat et vous allez nous aider à décrypter cette histoire de traités, d'accords et de conventions internationales. À vos côtés, monsieur Badr Iken, bonsoir. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous avez fait le trajet pour revenir de Marrakech et être avec nous ce soir. Merci infiniment. Vous êtes le directeur général de l'IRSN, l'Institut de recherche en énergie solaire et en énergie nouvelle. Et avec nous depuis Marrakech, on a également en duplex monsieur Abderrahim Ksiri, président de l'Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre. Bonsoir monsieur Ksiri. Bonsoir. Alors, je vous le disais, cette COP22 intervient quelques jours seulement après l'entrée en vigueur de l'accord de Paris. Elle est placée pour tout le monde sous le signe de l'action. Je vous cite juste cette allocution de monsieur Mezouar ce matin à l'occasion de la session d'ouverture. Il a dit ceci: Paris nous a donné l'engagement mondial pour le changement climatique. La COP22 à Marrakech nous donnera une action climatique encore plus ambitieuse. Nous devons tous être à la hauteur de ce défi et soutenir les pays les plus vulnérables dans la lutte contre le changement climatique. Vous pouvez voir cette allocution à l'écran. Alors, la COP22, elle est sous le signe de l'action. Vous partagez cette vision, monsieur Loukili? Incontestablement. J'aimerais rappeler, je crois que vous l'avez fait tout à l'heure dans votre propos introductif, c'est que Marrakech se tient aujourd'hui sous l'égide d'un grand accord qui s'appelle l'accord de Paris. Cet accord a été signé, vous l'avez en décembre dernier. Vous l'avez signé, il a été signé aux Nations Unies par une immense majorité des pays, et puis il a été ratifié il y a de cela 3 ou 4 jours. Cela démontre de la volonté forte de la part de la communauté internationale d'agir, parce que la question qui est posée maintenant à Marrakech, ce n'est pas de savoir si l'on doit agir ou pas, c'est la question à laquelle il faudrait absolument répondre, c'est comment agir aujourd'hui pour réduire les dégâts et pour éviter de nous retrouver dans les situations qui a été décrite avec brio par le grand philosophe Edgar Morin, et éviter que l'on soit comme les somnambules, aller tout droit à la catastrophe. Il faut éviter la catastrophe et c'est pourquoi Marrakech est investi d'enjeux stratégiques pour l'humanité et plus particulièrement pour l'humanité vulnérable, à savoir l'humanité à laquelle appartient le continent africain. Merci. Monsieur Iken, vous partagez aussi ce point de vue? La COP22, c'est l'action en œuvre? Écoutez, absolument. Nous avons vraiment aussi la chance qu'il y ait eu une ratification dans un temps record. Tout à fait. Et donc là, ce qui est formidable, c'est que nous avons la possibilité de commencer à mettre en œuvre, alors qu'il y a eu des accords qui ont pris plusieurs années à être ratifiés. Donc ça, c'est quelque chose aussi de formidable. C'est une opportunité. Et dans le contexte de cette opportunité, c'est important de voir les chiffres. Et il y a des engagements de plusieurs pays, donc il y a les INDC, etc. Et là, ce qu'on constate lorsque on commence à calculer et puis à simuler, moi j'invite aussi les téléspectateurs à aller sur le site Climate Interactive, c'est une petite fondation, une spin-out de MIT, et vous avez un petit logiciel qui peut être téléchargé sur le téléphone et on peut simuler et voir quel sera le réchauffement climatique s'il y a 70% de pays qui vont contribuer
à baisser et qui vont respecter leurs engagements, ou 80, quelle part d'engagement, à partir de quand? À partir de 2020 ou à partir de 2050 ou plus tard? Et donc là, c'est important de constater qu'aujourd'hui, avec les engagements prévus de plusieurs pays ou de tous les pays qui se sont engagés à Paris, on serait en dessus de 2 degrés. Donc ça implique, on serait à plus de 3 degrés. Et ça implique donc encore un risque de plus de sécheresse, etc. On va donc, revenir sur le contenu. C'est qu'il faudra agir très très vite. Donc ce qu'on a compris, et moi je suis heureux de constater, donc j'arrive de Marrakech, une mobilisation générale, donc tout le monde a pris conscience qu'il faut réagir, vraiment s'impliquer et réagir le plus vite possible. Monsieur Ksiri, vous êtes avec nous également de Marrakech. Monsieur Ksiri, bonsoir. Bonsoir. Alors, Monsieur Badr Iken vient de nous parler, de nous raconter cette mobilisation qu'il a sentie à Marrakech. Est-ce que vous partagez son sentiment? Et est-ce que vous pensez que réellement cette COP22 va marquer l'engagement pour mettre en œuvre l'accord de Paris? Oui, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a un avant l'accord de Paris et un après. Et donc, après le 4 novembre, que la société civile marocaine à laquelle j'appartiens et la société civile mondiale aussi, vont essayer de demander à ce que l'UNESCO considère le 4 novembre comme la journée mondiale du climat, parce qu'il y aura énormément de travail à faire pour décliner l'accord de Paris. L'accord de Paris, il nous a donné l'avenir, il nous a donné une vision de l'avenir pour ne pas vraiment aller vers un réchauffement planétaire qui est au-dessus de 2 degrés et même avec l'ambition d'aller vers 1,5 degré. C'est à partir de 2050, on sait maintenant que la planète doit être sobre en carbone et donc toutes les économies doivent absolument s'inscrire dans un changement du modèle de développement pour arriver là. C'est aussi un ensemble d'engagements sur les énergies, l'adaptation, l'agriculture, l'eau, sur un ensemble sur les finances. Maintenant, à Marrakech, après le record de ratification, de mise en œuvre et d'entrée en vigueur de cet accord, les délégations, et aussi après la pré-COP de Marrakech, on a senti, on sentit que les délégations sont assez engagées et ambitieuses pour aller de l'avant. Maintenant, pour l'accord de Paris, je crois que la mobilisation elle est forte. On a plus entre 20 et 30 000 personnes ici à Marrakech. Et on sent vraiment que les mécanismes ont commencé pour essayer d'accélérer un petit peu les négociations, pour discuter le fond des approches, des mécanismes de déclinaison. Et les enjeux maintenant sont là. Parce que, comme on dit, les grands projets se perdent ou se gagnent dans les détails. Donc c'est dans les détails qu'il faut voir comment on va avoir ces finances, quelles seront leurs sources, comment ils seront dépensés, comment avoir l'accès à ces ressources, comment les pays en développement puissent un petit peu essayer d'avoir un peu plus de capacité et de renforcement de capacité et de technologie pour résister. Donc tout ça, ce sont des enjeux extraordinaires qu'il faut absolument discuter dans les détails, parce que lors du protocole de Kyoto, les discussions sur les mécanismes n'étaient pas assez précises, assez claires, ce qui a fait qu'on a vécu un certain nombre de défaillances qui ont parfois vidé le protocole de Kyoto de son contenu, et les ambitions des Africains et des pays en développement ont été un petit peu diminuées. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on essaie de ne pas rater l'histoire. Donc le rendez-vous avec l'histoire, il est là, les acteurs sont là. Monsieur Ksiri, une dernière question avant de vous libérer. Vous avez évoqué la société civile, vous avez été membre à la COP21 à Paris de la délégation représentant la société civile marocaine. Cet accord de Paris, c'est bien sûr un accord d'abord politique qui engage les États. Pour vous, quel est le rôle de la société civile, des associations, de la sensibilisation à cette question de l'environnement, et qu'attendez-vous en tant que société civile de ce grand rendez-vous à Marrakech? Oui, heureusement qu'on est devenu de plus en plus organisé. Les associations environnementales
qui sont regroupés au niveau de la MCDD et les coalitions un petit peu élargies au niveau de la CMGC. On est membre de tous les grands réseaux africains, européens, etc., francophones et mondiaux. Et donc on est membre de leur bureau. Et maintenant, je crois que la société civile n'a pas uniquement ce rôle d'observateur, de suivi, d'influencer, et c'est ce qu'on fait et ce qu'on fera maintenant. On a des messages à transmettre, on est là avec un grand slogan qui est 100% énergie renouvelable. Un autre slogan, c'est 100% de transparence. On veut ici que les pays s'engagent, c'est pourquoi on dit exprimez vos engagements et respectez-les. Donc il y a un certain nombre de messages, défendre le droit à la vie de toutes les espèces, parce qu'on sait, d'après le rapport du WWF, la planète vivante de 2016, que les 2/3 des invertébrés, par exemple, ils vont disparaître d'ici 2020. Donc il y a des actions urgentes à prendre. D'abord, tout le monde parle de l'après 2020, entre 2020 et 2030, mais nous, on parle aussi du pré 2020. Avant 2020, il y a des pourparlers pour qu'il y ait une augmentation de l'appui, du soutien des pays, parce que le temps s'accélère et le temps écologique ne permettra pas d'attendre et de rester dans les reports et les retards. C'est pourquoi la société civile, elle est mobilisée. Il y aura une marche grandiose le dimanche 13 novembre. Aussi à Marrakech, on a déjà les autorisations. C'est au niveau de chaque COP, on a toujours organisé une grande marche mondiale. Il y aura aussi une marche, une caravane avec 800 jeunes le samedi 12. Ce sera aussi une activité assez grandiose ici à Marrakech. En plus de ça, on a énormément de side events, on a énormément d'activités au niveau des différentes actions, que ce soit à l'intérieur de la zone bleue, à l'intérieur de la zone verte ou encore dans les espaces autour de la Médina. La société civile, elle est très très bien mobilisée et elle ne peut être que de plus en plus structurée et connectée avec le monde, parce que c'est avec les actions locales, mais avec un réseautage mondial, qu'on peut résoudre les problèmes de nos pays, les problèmes du continent africain, parce que la COP, c'est quoi? C'est les coalitions privées, collectivités, société civile. Il faut que tout le monde travaille de manière forte avec les gouvernements et pour aller de l'avant, parce que les enjeux dépassent ce qui est national, dépassent ce qui est individuel, et ce sont des enjeux vraiment de préserver la seule planète vivante, la seule planète qui abrite la vie jusqu'à présent. Merci beaucoup, merci infiniment Monsieur Rseri d'avoir été avec nous depuis Marrakech. Merci beaucoup et à très bientôt Monsieur Rseri. Alors on vient de l'évoquer, on va reprendre quelques points qui ont été dits, mais on revient un instant juste sur l'accord de Paris puisqu'il vient d'entrer en vigueur vendredi. Vous avez rappelé tout à l'heure et salué la rapidité avec laquelle il a été donc ratifié. Ségolène Royal ce matin à la session d'ouverture l'a également rappelé. Elle a dit ceci: la rapide entrée en vigueur de l'accord de Paris est un événement sans précédent et envoie un message puissant de l'engagement du monde entier pour combattre le changement climatique. Alors, la position de principe est louable, mais est-ce qu'un accord politique peut facilement être mis en œuvre? Comment le transformer? Comment transformer l'essai et le rendre concret, Monsieur Loukili, d'un point de vue du droit? Oui. Je pense que ce qu'a dit ce matin Madame la Présidente Ségolène Royal, la présidente de la COP 21, en remettant le relais au Maroc, est extrêmement éloquent. Et ce propos est évocateur justement d'une prise de conscience planétaire. À ce sujet, force est de rappeler que dans la pratique des ratifications des accords multilatéraux, ce qui s'est passé le 4 novembre, c'est quelque chose d'inédit, d'atypique. Je vais vous donner un autre exemple, un exemple que je connais particulièrement bien, c'est l'exemple de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. C'est une convention globale, elle a été signée en 1981, elle n'est entrée en vigueur que 13 ans après, en 1994. Alors, le 4 novembre, incontestablement, constitue un moment fort pour dire que voilà, parce qu'un accord, quand il est adopté, comme l'accord de Paris qui a été adopté en décembre,
Et quand il est signé février de cette année, et maintenant qu'il est entré en vigueur, c'est quelque chose qui démontre de la volonté des États de mettre en pratique leur volonté. Mais est-ce que d'un point de vue juridique, il y a des éléments, par exemple, coercitifs, des mesures incitatives? Il n'y a par exemple pas d'amende pour les États signataires qui ne respecteraient pas certains des engagements prévus dans cet accord de Paris. Donc est-ce que d'un point de vue légal, d'un point de vue des outils juridiques, il a un pouvoir coercitif sur les États? Entre États, il vaudrait mieux éviter d'utiliser la coercition. Il serait peut-être beaucoup plus sage. Ou en tous les cas, par exemple, de prévoir des amendes, des taxes si on ne respecte pas les mesures. Vous l'avez dit, il faut être suffisamment sage pour utiliser, et je pense, utiliser l'incitation, l'encouragement. L'accord de Paris, d'ailleurs on l'a appelé l'accord et pas le protocole. Le protocole de Kyoto, il est je dirais, de tristes souvenirs, parce que justement, il a buté sur un certain nombre de choses, et plus particulièrement sur sa mise en vigueur, et parce qu'il péchait par son manque d'universalité. À Paris, c'est un traité international, c'est un accord avec grand A qui a été adopté par consensus. C'est quelque chose d'extrêmement important, au terme de négociations particulièrement houleuses. Et à un certain moment, on doutait même de la possibilité d'arriver à un consensus. Quand on lit les dispositions pertinentes de cet accord, on se rend compte que finalement, les États se sont engagés moralement à respecter un code de conduite, un code d'éthique climatique. Moi, je parlerai beaucoup plus d'un droit climatique qui est né à Paris, et j'ose utiliser l'expression d'un grand essayiste, Jacques Attali, qui vient de produire un livre en octobre dernier. Il a parlé de renforcement de l'état de droit international climatique. Les États maintenant, un État, on ne peut plus permettre à un État d'être hors jeu de consensus international. On ne peut pas on ne peut pas envisager un État voyou sur le plan climatique, un rogue state sur le plan climatique. C'est pourquoi les dispositions de cet accord sont des dispositions particulièrement importantes. C'est une avancée spectaculaire dans l'architecture du droit international. Et il y a l'œil vigilant de la conscience vivante de l'humanité, à savoir la société civile internationale. On ne peut pas, être au banc de la société. C'est pourquoi, moi, personnellement, je considère que cet accord est extrêmement important. Il y a des dispositions incitatives, il y a des dispositions qui s'inscrivent dans le droit fil d'une sorte d'éthique, d'une sorte de morale, d'éthique surtout, d'éthique climatique internationale. Monsieur Iken, les dispositions justement de cet accord de Paris, est-ce qu'elles vous semblent réalistes et est-ce qu'on a les moyens réellement de les mettre en œuvre aujourd'hui? Écoutez, l'accord et les objectifs sont très ambitieux. Ça, c'est un fait. Ce que je citais tout à l'heure, je disais que il y a eu une prise de conscience, mais lorsque on va voir un peu les détails, eh bien on constate, c'est un peu le message que je voulais transmettre tout à l'heure, de dire, on constate qu'il faut vraiment l'implication de tout le monde. Et là, cela implique pas seulement les gouvernements, mais bien évidemment aussi les entreprises. Et on constate, on remarque, moi j'ai été très positivement surpris de voir un engagement très très fort de plusieurs entreprises et industries marocaines au niveau national, au niveau international, qui veulent travailler sur l'efficacité énergétique, donc baisser tout ce qui est... Pour encourager ce secteur privé, pardon de vous interrompre, Monsieur Loukili parlait de l'impératif moral, de l'impératif politique envers l'environnement. Comment faire que cet impératif moral, presque philosophique, devienne aussi une opportunité économique pour le secteur privé? Ben, écoutez, tout doucement, elle commence à le devenir. Il faudra différencier un tout petit peu entre les pays développés et les pays en voie de développement. Oui, ce que l'on constate lorsqu'on parle d'instruments,
il y a l'adaptation et l'atténuation. Et lorsqu'on parle d'atténuation, il faut savoir que la part la plus importante de la production de CO2 provient, donc plus de 60%, provient ou est en relation avec l'énergie, le secteur de l'énergie. Et une très grande partie dans le secteur de l'énergie, c'est la production d'électricité. J'ai un chiffre, c'est 35% des gaz à effet de serre viennent de la production d'énergie. Alors, c'est 60%. En ce qui concerne l'électricité, là, on tourne aux alentours de 35%. Et donc là, on constate que ce secteur produit beaucoup de CO2. Et pour atténuer, il y a un instrument, une solution, des solutions qui sont les énergies renouvelables. On est en train de vivre au Maroc un développement très très important. On a vu la formidable centrale Nord, le programme, donc le plan solaire marocain qui est en train de se développer ici. Donc le Maroc devient crédible. On est en train de voir également aussi la baisse des coûts de ces technologies. Et donc là, c'est important, ce qu'on est en train de remarquer, c'est que alors qu'au début, il fallait des incitations pour pousser à l'utilisation de ces énergies renouvelables, aujourd'hui, plusieurs de ces technologies sont arrivées à maturité et on a des prix qui sont compétitifs. Et on arrive à la parité avec les énergies fossiles. Donc ça implique que vous avez une ouverture donc, de nouveaux secteurs, un potentiel aussi pour la création d'emplois. Mais donc ça implique, moi je vous donne un exemple, l'année dernière, il y a eu plus de 286 milliards de dollars d'investissement dans le secteur des énergies renouvelables. Donc à peu près plus de 2 fois plus que pour les énergies d'investissement dans les centrales à énergie fossile. Donc il y a un très très fort potentiel. On va faire une petite pause, mais je voudrais juste vous citer, puisque vous parlez des énergies fossiles et renouvelables, cette interview de Jean-François Juliard, qui est le directeur de Greenpeace France. C'est une interview qui date d'il y a quelques jours, de vendredi. Il a dit: l'accord de Paris aurait dû imposer aux États la mise en place d'une véritable politique de transition énergétique afin que d'ici 2050, l'intégralité de leurs sources d'énergie soit d'origine renouvelable. S'il y avait eu cela dans le texte, les États auraient été contraints de mener un plan d'action ambitieux qui induirait le non-recours aux énergies fossiles, par exemple. Mais l'accord de Paris ne dit pas cela. On va y revenir dans un instant. On se retrouve juste après la pause pub. Restez avec nous sur Médien TV. À tout de suite. De retour sur le plateau du débrief, merci d'être encore avec nous. On continue la discussion sur les grands enjeux de la COP 22. Juste avant la pause, on parlait des énergies renouvelables pour en finir avec les énergies fossiles. Je vous ai cité cette phrase du président de Greenpeace France. Alors juste une question toute simple, c'est quoi une énergie renouvelable? Alors écoutez, les énergies renouvelables, ce sont des énergies dont la ressource n'est pas épuisable. Donc je cite des exemples. L'énergie solaire, donc à l'inverse des énergies fossiles où vous avez des réserves, des volumes ou des masses capacités qui sont limitées et qui ne sont pas inépuisables. Donc vous avez le solaire, vous avez l'éolien, donc utiliser le vent également pour faire tourner des aérogénérateurs et produire de l'électricité. Le solaire également pour chauffer un fluide, comme à Ouarzazate, on chauffe un fluide, ensuite il y a un échangeur, on fait tourner également une turbine pour produire de l'électricité. Vous avez également l'énergie de la houle aussi, marée motrice, et vous avez aussi la biomasse. Donc ce sont des énergies renouvelables, et puis notre pays et l'Afrique de manière générale a un très très fort gisement. Donc au Maroc, on a un rayonnement solaire diffus pour l'énergie photovoltaïque qui est important, mais surtout direct. Donc on a pour toutes les technologies à concentration, parce que les technologies à concentration comme celle de Ouarzazate ont besoin d'un rayonnement direct. Et le rayonnement direct est dans notre région, donc dans la région MENA, et donc dans l'Afrique subsaharienne, est très très important. C'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser le solaire thermique. On chauffe un fluide et ensuite on va utiliser cette énergie thermique avec un grand avantage de pouvoir stocker l'énergie, parce que malheureusement l'énergie photovoltaïque à date d'aujourd'hui, pour la stocker c'est coûteux, donc le stockage électrochimique est encore coûteux. Et puis pour l'éolien, on a vu également là une baisse des coûts qui est impressionnante. Aujourd'hui, le prix du kilowattheure produit par un parc éolien est moins cher qu'une centrale à charbon, donc ça devient intéressant.
Mais les énergies renouvelables ont un problème d'intermittence. Donc c'est pour ça qu'il faut aller vers un mix énergétique. Oui, parce que le vent ne souffle pas toujours. Absolument. Et c'est pour ça que, bien évidemment, c'est intéressant d'avoir comme ambitieux objectif d'aller vers un 100% énergie renouvelable. Mais cela n'est pas possible. Cela n'est pas encore possible. Vous avez des pays qui arrivent à 75% et ce n'est pas si évident que ça. En Amérique latine notamment. Donc, au Portugal, à côté, donc ils ont 74% donc, de capacité installée de sources renouvelables. Donc, mais de là à parler à 100%, il faudra encore du temps. Il faut que des technologies puissent encore mûrir pour arriver à cette possibilité. Donc voilà en ce qui concerne les énergies renouvelables. Mais je souhaiterais parler d'un tout petit point, parce qu'on a dit l'engagement de tout le monde. Lorsqu'on parle d'énergie renouvelable, on a vu la grande centrale de Ouarzazate, une très belle réalisation. Donc là, à un niveau macro, au niveau du pays, on remplace une centrale thermique, une centrale qui va fonctionner avec l'énergie fossile, par une centrale qui fonctionne à l'énergie renouvelable au solaire ou les parcs éoliens à l'énergie éolienne. Mais il faut savoir qu'il y a entre-temps une multitude de solutions, pas seulement à un niveau de centrale ou à un niveau macro, mais aussi dans le secteur résidentiel, à un niveau micro ou méso pour les quartiers. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, au lieu d'avoir un chauffe-eau solaire qui fonctionne au gaz, on peut installer donc des chauffe-eau solaires. Et donc ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui, donc les prix ont baissé, c'est très très intéressant. On peut remplacer aussi dans le secteur industriel l'utilisation d'énergie fossile ou de fioul par du solaire également. Donc tout doucement, il y a plusieurs solutions qui arrivent à maturité et qu'il nous faut aussi exploiter. Donc ça, c'est ce que je veux dire pour nos quartiers, pour nos villes, pour nos maisons. Donc ça, c'est important aussi à souligner. Alors, on va y revenir dans un instant, parce que vous avez organisé récemment un colloque sur les constructions durables qui tiennent compte justement de ça. On y revient dans un instant, mais Monsieur Boukili, vous vouliez Je voudrais aller dans le même sens que celui de mon collègue. Et pour le paraphraser, parlant des ressources renouvelables, tout en soulignant également que ces ressources ne sont pas polluantes. C'est extrêmement important. Les engagements qui ont été pris à Paris et qui seront opérationnalisés ici à Marrakech, ces engagements nous incitent à quoi? Incitent toute l'humanité, les États, la société civile, les entreprises, les collectivités territoriales, les citoyens à un changement de paradigme, à changer de civilisation. Nous sommes, excusez l'expression, nous sommes condamnés maintenant à changer de fusil d'épaule, à changer de mentalité. Il faudrait absolument préserver cette ressource qui est là. C'est une ressource qui est immense, incommensurable, mais qui est très fragile. Il faudrait la préserver. Et comme l'a si bien dit, je pense, Xiri tout à l'heure, comme il n'y a pas de planète B, il faudrait absolument préserver ce climat. Et le climat, j'aimerais ici vous renvoyer à ce que disait un grand penseur du XVIIIe siècle, du XVIIIe siècle, Montesquieu. Il avait dit que le premier des empires, c'est le climat. Le climat, il régule tout. Il commande la vie de l'homme sur Terre. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'homme est maintenant, il est menacé dans son existence. C'est pourquoi il faudrait que chacun de nous, il faudrait changer de pratique, changer de mentalité, changer de comportement. Il faudrait peut-être œuvrer pour une sorte de New Deal, d'un contrat naturel, d'un contrat social nouveau avec la nature, avec le climat, parce que c'est extrêmement important. Et j'aimerais ici, en tant qu'homme de la mer, insister également sur une ressource renouvelable dont dispose le Maroc et qui est un réservoir de richesse incommensurable, à savoir la mer. Le Maroc dispose d'un domaine maritime très vaste. 3500 km de littoral. Tout à fait. Et le territoire maritime, il dépasse le territoire terrestre. Le Maroc a le privilège d'être une puissance bi-océane, à la fois méditerranéenne et océanique. Eh bien, il faudrait
bien entendu, utiliser cette ressource, mais l'utiliser rationnellement, intelligemment. Il faudrait absolument, en bonne osmose, en phase avec l'écologie marine, utiliser les possibilités, les opportunités que nous offre la mer. Alors, vous serez ravi de savoir que M. Obama, qui est président en tous les cas jusqu'à demain des États-Unis, partage totalement ce sens de la responsabilité que vous venez d'évoquer. Il a dit l'an dernier, au moment de la COP 21, en décembre 2015, « Nous sommes la première génération à avoir déclenché le changement climatique, mais nous sommes peut-être la dernière à pouvoir faire quelque chose. En tant qu'une des premières économies du monde, je suis tout à fait conscient que nous sommes à la source du problème. » Monsieur Iken, vous évoquiez tout à l'heure les énergies renouvelables et les différentes possibilités de les exploiter, c'est-à-dire pas seulement à des niveaux macroéconomiques, mais aussi dans la vie de tous les jours. Vous avez organisé récemment un colloque sur les constructions durables. Est-ce que c'est quelque chose qui commence à rentrer dans les pratiques courantes et surtout quel est le coût ? Parce qu'après on va parler aussi du coût et de ce qu'il faut en ressources humaines, en infrastructures pour les énergies renouvelables. Absolument. Ben, écoutez, par rapport à ce colloque, il y a l'aspect intégration des énergies renouvelables dans le bâtiment, mais il y a aussi deux autres aspects importants qui concernent l'efficacité énergétique. Donc là aussi, comment construire, etc., pour éviter ensuite, après, de gaspiller de l'énergie. Et puis, ce qui de plus en plus est une technologie qu'on peut implémenter, c'est les réseaux intelligents. Donc ça aussi, ça permet de mieux gérer également le gaspillage de l'énergie et les flux énergétiques. Et ce sont des sujets qu'on souhaitait traiter. Pourquoi, dans quel contexte? Je souhaiterais souligner que, et puis j'espère qu'on aura l'occasion d'aborder le sujet de la recherche et développement, du transfert technologique, nous avons mis en place une plateforme de recherche sur une superficie de 8 hectares. C'est la première plateforme de recherche dans le domaine des énergies solaires dans la ville verte de Ben Guerir. Donc ça s'appelle le Green Energy Park. Nous avons mobilisé à peu près plus de 100 millions de dirhams. Nous avons eu de la coopération internationale plus de 100 millions de dirhams. Et aujourd'hui, on a une plateforme très très importante où il y a une très forte collaboration entre le Nord et le Sud. Ça, c'est une plateforme dédiée aux énergies solaires. Et ce colloque qui a été organisé autour de l'éco-construction et des bâtiments verts, c'est pour préparer une nouvelle plateforme qui va être implémentée. On va démarrer les travaux de construction d'ici la fin de l'année. Et c'est une plateforme qui sera également aussi dédiée à la recherche dans le domaine, à la caractérisation, à la formation dans le domaine des bâtiments verts et des réseaux intelligents. Et ça, c'est important parce qu'on le voit, on a parlé tout à l'heure d'acteurs, d'entreprises, on parlait de la société civile, on parle aussi des universités. Absolument, il faut créer aussi des synergies et puis pousser à ce que tout le monde aussi travaille ensemble pour que ce qui est en train d'être développé au niveau d'un petit centre de recherche, etc. Et nous avons aussi des gens qui sont très, très innovants. Certes, il manque les moyens, il faudra en parler, c'est un sujet important. On y arrive. À travers la COP 22, on souhaiterait avoir aussi mobilisé des fonds, ça c'est vraiment primordial, mais qu'on puisse passer de ce développement, de cette recherche, à l'implémentation, à l'innovation, et puis qu'on transpose ça au niveau des quartiers et des villes. À l'accessibilité aussi. Absolument. Monsieur Loukili, on va parler du coup. Un des grands points de l'accord de Paris, c'est cette enveloppe de 100 milliards de dollars prévue pour venir en aide, pour accompagner les pays en voie de développement annuellement dans leur transition énergétique. Est-ce que vous parliez tout à l'heure du principe moral, du principe politique? Est-ce que vous pensez que le principe de solidarité sur un enjeu comme celui-là, dont vous avez souligné l'importance, le climat, est important? Et est-ce que les États sont prêts à jouer le jeu de cette solidarité? Incontestablement. La philosophie qui sous-tend l'accord de Paris est une philosophie solidariste. Pour une raison bien simple, c'est que les pays du Sud, et plus particulièrement l'Afrique, ce ne sont pas les acteurs principaux de la pollution, de la détérioration du climat. Ils sont les victimes justement de ce chaos climatique. Et pour éviter justement que ces pays, notamment les Africains, pour éviter qu'ils ne s'érigent en damnés du climat, parce qu'ils ont été les damnés de la Terre, les damnés de l'économie mondiale, les damnés de la mondialisation. Maintenant, il faudrait absolument éviter
éviter que ces pays... désastreuses incontestablement. Permettez-moi juste de vous donner juste un chiffre qui est assez éloquent. D'ici 2050, si rien n'est fait, le continent africain ne pourra plus subvenir qu'à 13% de ses besoins alimentaires. Tout à fait. C'est un des chiffres les plus éloquents. La sécurité alimentaire de l'Afrique est en jeu. Vous savez que l'Afrique est un microcosme écologique à la fois richement varié, mais extraordinairement fragile. Et pour éviter un autre accord de Berlin qui consisterait à diviser l'Afrique au profit de l'Occident, de l'Europe, il faudrait absolument une justice climatique. Et c'est pourquoi, et tout à l'heure, ce qu'a dit mon collègue est particulièrement éloquent, c'est que c'est bien les principes, ils sont très généreux, les engagements. Mais comme le diable réside dans les détails, c'est ici à Marrakech, dans le royaume de l'extrême Occident, ce qu'un journal français très connu a intitulé aujourd'hui le royaume du vent et du soleil, et j'ajouterai de la mer également. Mais ce royaume du vent, du soleil et de la mer est un royaume qui est solidaire de ses racines africaines. Et le voit à travers tous les engagements le temps nous a du Maroc été donné de façon éloquente, extraordinairement intelligente et éloquente, et une initiative qu'il faudrait saluer, c'est le discours de Sa Majesté hier à partir de Dakar. C'est ce que j'appellerais moi le manifeste de Dakar, l'appel de Dakar. C'est un appel à la conscience internationale au profit justement de l'Afrique. Et la conférence de Marrakech, le sommet de Marrakech, le moment de Marrakech et le moment, comme dit Sa Majesté hier à Dakar, c'est la conférence pour l'Afrique, de l'Afrique et pour l'Afrique. Et le Maroc, un sommet va être organisé le Maroc est tout indiqué, légitimement indiqué pour répondre justement ce message, pour porter la voix de l'Afrique, parce que l'Afrique, il faut le dire, les guerres civiles, les inondations, les sécheresses, les famines, les réfugiés climatiques, absolument, les émigrés climatiques, eh bien, toutes ces plaies, nous les retrouvons au niveau de l'Afrique. Et c'est pourquoi il n'est que justice que demander à ce que l'Afrique ait sa part du gâteau. Il faudrait absolument encourager l'Afrique à se relever, parce que l'Afrique, et il y a lieu également de le souligner, c'est que l'Afrique maintenant est un chantier d'une extraordinaire vivacité. Alors, il ne faudrait pas freiner l'élan de développement de ces pays, mais qu'est-ce qu'il faudrait ? Et tout à l'heure, on en a parlé peut-être en aparté, il faudrait renforcer les capacités africaines. Il faudrait réserver le financement idoine et adéquat pour accompagner les pays dans un développement durable, un développement respectueux de l'environnement, un développement qui, bien entendu, pour ces pays émergents africains, permettrait à leurs économies de s'ouvrir davantage sur ce qu'on appelle maintenant l'économie verte. Et moi, je pense que le rendez-vous d'aujourd'hui, le rendez-vous de Marrakech, est un rendez-vous qui est historique en faveur de l'Afrique et pour l'Afrique. Alors juste, on va rebondir. Vous avez évoqué les réfugiés climatiques. Alors comme l'objectif c'est aussi d'informer nos téléspectateurs, encore un chiffre éloquent. Au cours des 7 dernières années, une personne a été déplacée toutes les secondes en raison d'une catastrophe naturelle. Une personne déplacée toutes les secondes sur les 7 dernières années. Monsieur Loukili a évoqué les capacités pour les énergies renouvelables. Alors concrètement, qu'est-ce que ça coûte? Parce qu'il y a la question de la formation, donc du transfert aussi de technologie et de savoir-faire. Il y a la question du coût des infrastructures. Il y a la question des ressources humaines. Alors concrètement, c'est quoi renforcer les capacités? Et est-ce qu'on peut avoir les moyens en termes de financement pour les assurer? Moi, je souhaiterais aussi rajouter, professeur Loukili l'a mentionné à la fin, c'est le continent africain est un des continents les plus impactés, l'Afrique et l'Amérique du Sud, et surtout l'Afrique.
mais c'est aussi un continent des opportunités. Les marchés de demain en ce qui concerne les énergies renouvelables ne se trouvent plus en Europe, parce que ce n'est pas là où il y a les très forts gisements, mais c'est au niveau du Sud et c'est au niveau de l'Afrique. Et donc là, il y a aussi une opportunité. Alors, ça d'une part. D'autre part, donc vous parlez du renforcement de capacité, il faut savoir, ce que j'ai cité tout à l'heure, j'ai dit, on constate, et puis tout le monde est d'avis, on voit les chiffres, c'est facile de simuler, modéliser, voir. Il faut réagir très très vite. Et il faut que tout le monde s'engage. Cela ne suffit pas si on souhaite arriver à 2 degrés seulement de réchauffement climatique à l'horizon de 2100, parce qu'il s'agit du chiffre à l'horizon de 2100. L'objectif, c'est d'arriver bien en deçà de ces 2 degrés. Voilà, absolument. Donc il y a une nécessité que tout le monde contribue. C'est tout à l'heure, je disais, lorsqu'on simule, et puis on voit si c'est seulement 80% des pays, même si c'est seulement les plus gros pollueurs, cela ne suffit pas pour arriver à cet objectif. Donc il faut aussi que même les petits pays, enfin même les pays en voie de développement, voilà, contribuent également. Et eux, c'est quelque part beaucoup plus facile, parce qu'il est beaucoup plus facile lorsque vous êtes en plein développement économique et vous avez seulement, si on parle du secteur de l'électricité, seulement quelques centrales et vous êtes obligé d'en installer des nouvelles. C'est plus facile d'aller vers les énergies renouvelables que pour des pays où ils sont obligés, alors qu'il y a eu avant de très forts investissements, d'arrêter le fonctionnement de centrales à gaz ou de centrales à charbon et aller vers des énergies renouvelables. Donc ça, c'est important de préciser qu'il y a aussi une très très forte opportunité. Donc, si on souhaite arriver rapidement, si on souhaite que rapidement qu'on puisse développer les énergies renouvelables en Afrique, ça veut dire qu'il ne faudra pas attendre, comme en Allemagne, 8 ans, etc., mais il faut y aller très très vite. Et là, il faut soutenir le transfert technologique pour rapidement mettre en œuvre et puis implémenter des projets et des solutions propres. Et là, il y a un besoin de renforcer également les capacités, de former les gens. Et dans le cadre du budget qui est prévu pour un soutien des pays développés aux pays en voie de développement, donc les 100 milliards dont on a parlé, les 100 milliards de dollars annuellement, donc on essaye, et ça va être important au niveau de la COP22, de défendre le continent africain et d'essayer d'avoir une part importante sur ces 100 milliards. Les calculs, là, on parle à peu près de 30 milliards. Il faudrait 30 milliards de dollars. Et ces 30 milliards de dollars permettraient à former les gens pour pouvoir implémenter ces solutions. Et dans ce contexte aussi, je souhaiterais, à un niveau aussi micro, on va dire, puisque le Maroc est président de la COP22, donc on a vu tout à l'heure la passation, mais le Maroc est aussi membre. Et le Maroc, en tant que pays membre, là aussi, on peut jouer un rôle, on peut vraiment jouer un rôle. Je suis totalement d'accord avec vous, avec cette vision stratégique, donc royale, qui nous ouvre des portes vers l'Afrique. Eh bien, pour le Maroc, c'est vraiment une opportunité, parce qu'on a pu, ces dernières années, on a vu comment rapidement on a pu réaliser le projet, le plan solaire marocain, qui a été très très bien mené. On a pu aller vers des montages financiers intéressants. Il y a eu de l'innovation, même sur l'institutionnel, sur le financier. Et donc, il y a une expérience. On peut vraiment faire profiter nos amis de l'Afrique subsaharienne de cette expérience. Ensuite, il y a le partenariat public-privé. Là aussi, on a développé des instruments qui peuvent être intéressants et on peut aussi faire partager à nos amis africains cette expérience. Et puis, last but not least, j'insiste sur ça, la recherche et développement. Là encore, on a eu dans le cadre de la stratégie énergétique marocaine un budget important pour soutenir la recherche et développement, soutenir la stratégie à travers la recherche et développement. Donc une petite parenthèse. Donc la structure dont je suis responsable, IRSN, depuis 5 ans, finance, a alloué plus de 160 millions de dirhams pour des projets de recherche au niveau des universités. C'est certes sectoriel, seulement pour les énergies renouvelables, pour financer des projets collaboratifs impliquant des universités et des entreprises. Et on met en place ces infrastructures de recherche dont j'ai parlé tout à l'heure, qui vont permettre aussi de travailler sur tous les maillons de la chaîne de valeur et aujourd'hui, pas seulement coopérer avec les pays du Nord et avoir la coopération Nord-Sud, mais avoir aussi et permettre une coopération Nord-Sud-Sud. Donc ça, c'est très très important. Dernier petit exemple. Il y a 3 jours... Il nous reste quelques minutes, il nous reste 2 minutes. Alors, moins d'1 minute. Il y a quelques jours, nous avions une conférence sur les énergies renouvelables en Afrique. Et il y avait 18 représentants de pays subsahariens qui nous disaient, à un niveau, le niveau du résidentiel, la technologie photovoltaïque est très intéressante, on y croit, mais on installe et puis on constate
qu'après quelques mois, ou très vite, après 2-3 ans, on a des problèmes avec les batteries qui ne fonctionnent plus, avec les modules qui ne fonctionnent plus. Donc ça implique que tout cela n'est pas adapté à ce continent. Ça a été développé pour le Nord. Et c'est aussi une opportunité pour nos entreprises et pour nos chercheurs pour travailler sur ce sujet et développer des projets, des produits qui sont adaptés et qu'on arrive et qu'on essaye vraiment, et je pense qu'on est capable de ne pas seulement être des consommateurs d'énergie verte, mais d'être aussi des développeurs technologiques. Merci beaucoup, Monsieur Ilken. Un mot de la fin, Monsieur Loukili. Ce grand rendez-vous de Marrakech est attendu. Est-ce qu'on pourrait dire que Paris, la COP21, a été marquée par cet accord et que Marrakech va marquer la mise en œuvre concrète et puis le grand pas vers l'Afrique? Moi, personnellement, j'estime que Marrakech, évidemment, se situe dans le droit fil de Paris, mais se distingue par une chose extraordinaire, c'est que tout d'abord, elle se tient dans une terre africaine. Elle se tient également au moment où il y a une conscience planétaire des enjeux que représente le climat pour l'humanité. Et comme le climat ne connaît pas de frontières, le climat est un patrimoine commun de l'humanité. Et quand on pense patrimoine commun de l'humanité, c'est un patrimoine qui dépasse les frontières, à la fois sur le plan spatial et sur le plan temporel. Et l'Afrique, qui est très jeune, qui est à la fois source de l'humanité, la première femme est née chez nous en Afrique, et l'homme de demain que nous préparons aujourd'hui sera un homme climatiquement soutenable. Merci beaucoup, Monsieur Loukili. Donc la COP22, le temps de l'action et puis surtout le temps de la responsabilité collective. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à vous deux. Merci à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, de nous avoir suivis. Restez sur Média. Tout de suite la suite des programmes. On se retrouve mercredi pour un nouveau débrief. Bonne soirée à tous.